Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, le café est consommé par plus d'1 milliard de personnes dans le monde et que chaque jour, on sert environ 2,5 milliards de tasses de café? La France n'échappe pas à la règle, bien sûr, puisque dans notre pays, on adore le grand classique du petit déjeuner, le café croissant. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a inspirée quand j'ai créé French Mornings, à la fois pour le nom et pour l'ambiance que j'ai voulu donner à la chaîne. Pourtant, le café vient de très loin et il est arrivé assez tardivement en Europe et en France aussi. Et certains disent même que c'est grâce au café que la Révolution française a eu lieu. Est-ce que c'est vraiment le cas? On va se poser la question aujourd'hui. Par exemple, est-ce que tu savais que le philosophe Voltaire, à l'origine de la philosophie des Lumières, buvait plus de 40 tasses de café par jour? Ou encore que l'encyclopédie de Diderot a été écrite en partie grâce à l'arrivée du café? Aujourd'hui, on va donc parler de café, ma boisson préférée, et de Révolution française. Alors, je te conseille de t'en servir une petite tasse pour écouter ce podcast. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bienvenue. Je suis Elisa et j'enseigne le français sur les réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast que tu écoutes et aussi à travers les vidéos de ma chaîne YouTube French Mornings with Elisa. Si tu veux aller plus loin et progresser plus rapidement en français, j'ai aussi des cours de niveau A2 débutant à B2 plus avancé intermédiaire sur mon site internet frenchmornings.com. Ce sont des formations en ligne que tu peux suivre à ton rythme et dans lesquelles je t'accompagne pour progresser pas à pas et atteindre le niveau supérieur. Avant de commencer, je t'informe aussi que le vocabulaire de cet épisode est d'un niveau plutôt avancé, environ B2-C1. Mais pas de panique, je t'ai préparé un PDF qui contient la transcription et le glossaire des mots un peu compliqués. Tu peux le télécharger peut-être avant d'écouter l'épisode pour pouvoir ensuite mieux le comprendre. Tu peux cliquer sur le lien dans la description, entrer ton adresse mail et tu le recevras gratuitement dans ta boîte mail. Dans ce PDF, tu trouveras même un quiz de compréhension pour mettre en pratique ce que tu as appris dans cet épisode. Si la production de café est indissociable de la culture de certains pays comme la Colombie par exemple qui en produit énormément, ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, l'arabica, le caféier qui donne ces petits grains de café, est un arbre originaire d'Éthiopie. La légende raconte que c'est un berger d'Abyssinie qui s'est rendu compte le premier des vertus énergisantes du café. Après avoir ingéré les fruits de l'arbuste, ces chèvres étaient beaucoup plus agitées que d'habitude, beaucoup plus vives. Alors lui aussi a voulu les goûter. Ça, c'est la légende. Depuis, des fouilles archéologiques dans ce pays d'Afrique, en Éthiopie, ont finalement révélé que les petites cerises, c'est à quoi ressemble le café avant d'avoir la forme qu'on lui connaît, il ressemble à une petite cerise. Et ces petites cerises sont consommées en fait depuis la préhistoire. Il faut ensuite attendre le 15e siècle, avec les débuts de la route des épices et des premiers échanges commerciaux, pour que le café traverse les frontières des pays d'Orient. Ce sont notamment les pèlerins qui reviennent de la Mecque qui contribuent à sa diffusion en emportant dans leur bagage les précieux grains. Leur voyage vers l'Arabie saoudite était si long qu'ils ne pouvaient l'envisager sans café, pourvoyeur d'énergie pour le périple. Le café s'est taillé une place de choix au Moyen-Orient et dans le monde arabe, notamment au Yémen, sous domination ottomane. Les historiens attestent que les premières cultures de caféiers ont débuté au Yémen sous le règne de Soliman le Magnifique. Car évidemment, entre le fruit du café semblable à une petite cerise et le café en grains tel qu'on le connaît et qui termine dans nos tasses, il y a plusieurs étapes indispensables à maîtriser, comme la torréfaction. Peu à peu, le café dans sa forme arabe, c'est-à-dire café noir agrémenté parfois d'épices, s'est éloigné de son Éthiopie natale à la conquête de l'Empire
ottoman et puis plus tard de l'Europe. Les premiers à avoir introduit le café sur le vieux continent, c'est-à-dire l'Europe, sont des marchands italiens qui opéraient dans le commerce d'épices entre l'Orient et l'Europe. Et leurs homologues hollandais ont aussi, à cette époque, importé des petits grains de café. En ce qui concerne la France, le café n'est pas apparu à la cour royale parisienne, mais dans la cité phocéenne. La cité phocéenne, si vous avez écouté mes précédents épisodes, vous savez que c'est la ville de Marseille. C'est le surnom qu'on lui donne parfois. C'est en 1644 qu'un commerçant marseillais prit l'initiative d'importer du café depuis l'Égypte. Et le succès est tel que quelques années plus tard, un premier café français ouvre ses portes à Marseille en 1671. Louis XIV, le roi de l'époque, ne goûta le café quant à lui qu'en 1669, lors d'une visite de l'émissaire du sultan de l'Empire ottoman. Cette entrevue, initialement destinée à rapprocher le royaume de France de l'Empire turc, fut un véritable fiasco, c'est-à-dire qu'elle s'est très mal passée. Mais pour gagner les faveurs du roi Soleil, Louis XIV, et pour séduire l'aristocratie, l'émissaire met les grands moyens et invite chez lui tous les aristocrates de la cour. Il déploie un art de recevoir marqué par le raffinement oriental et propose une saveur encore inconnue, celle du café turc. Louis XIV se laisse convaincre d'essayer et se surprend à aimer cette curieuse boisson qu'il finit par adopter par la suite. À la cour, tout le monde imite toujours le roi et donc la mode est lancée et le café gagne ses lettres de noblesse, c'est-à-dire qu'il est socialement accepté. À tel point que quelques années plus tard, en 1714, Louis XIV reçoit quelques caféiers de la part du bourgmestre d'Amsterdam, c'est-à-dire le maire. Le bourgmestre, c'est aussi un nom qu'on donnait au maire à cette époque, pendant la signature du traité du café qu'il replante dans les colonies françaises. Et la France devient ensuite autonome dans sa propre production de café. Les premiers cafés européens ouvrent leurs portes en Angleterre au milieu du XVIIe siècle. Ces lieux de sociabilité sont aussi des lieux d'échange d'idées, d'effervescence intellectuelle où libres penseurs et philosophes critiquent le pouvoir en place et mettent au point la philosophie des Lumières à l'origine de la Révolution française. Le procureur du roi Charles II finit même par déclarer la fermeture obligatoire des cafés tant il est gêné par la veine contestataire de leurs clients qui écrivent des pamphlets et remettent en question la monarchie absolue anglaise. Face à la révolte du peuple, il doit rebrousser chemin, il doit changer d'avis et autoriser les cafés à se multiplier. En 50 ans, près de 2000 cafés naissent dans tout le pays. En 1672, un Arménien ouvre le premier débit de café public à Paris et vend aussi quelques tasses dans la rue. En 1684, un Italien, Francesco Procopio, inaugure sa propre enseigne, le Procope, à quelques pas de la place de l'Odéon à Paris. Le plus vieux café de Paris existe toujours aujourd'hui et il ne lésine pas sur les dorures luxueuses. On a des tables en marbre, des tableaux, des tapisseries. C'est un endroit où je vous recommande d'aller jeter un œil si vous passez à Paris. Dans cet établissement se presse le beau monde et ça en inspire une quantité d'autres dans toute la France. La révolution du café a commencé et plus rien ne peut l'arrêter. Cette boisson s'apprête à transformer le goût, les usages sociaux et les modes de vie de son époque et à métamorphoser de manière plus générale le siècle. Le café va devenir la boisson officielle des philosophes. À la veille de la Révolution, le pays compte au moins 600 établissements, une évolution très rapide. Ces cafés sont les refuges de la bourgeoisie éclairée et le chaînon manquant entre le salon aristocratique et l'auberge plus populaire. Dans l'Europe des Lumières, on y développe peu à peu la culture de l'écrit, puisque les cafés deviennent aussi des lieux de lecture des journaux.
En revanche, à la différence des salons littéraires de l'aristocratie française, les femmes n'y sont pas acceptées, à l'exception de celles qui y travaillent. D'ailleurs, le philosophe Montesquieu a écrit: Si j'étais souverain de ce pays, je fermerais les cafés car ceux qui fréquentent ces endroits s'y échauffent fâcheusement la cervelle. La cervelle, c'est un autre nom pour désigner le cerveau. C'est un nom un petit peu plus argotique, on va dire. Et cette citation signifie que les personnes qui fréquentent les cafés passent beaucoup de temps à réfléchir de manière parfois fâcheuse pour le gouvernement en place. Tous les grands noms des Lumières raffolent de cette boisson qu'ils désignent comme une liqueur divine. C'est dans ce contexte qu'éclate la Révolution française et que les cafés y jouent un rôle prépondérant, un rôle de premier plan. En juillet 1789, la confrontation entre les députés des États généraux, c'est-à-dire les représentants du peuple, et la couronne, le régime de la royauté, fait monter la température dans les cafés. On s'y insurge contre le gouvernement et certains cafés sont si bondés qu'on se bat pour pouvoir écouter les orateurs, pour pouvoir écouter les personnes venues déclamer de grands discours. Le café de Foix, en particulier, situé dans les jardins du Palais Royal, donne le coup d'envoi révolutionnaire. Il marque le début de la Révolution. Le 12 juillet 1789, un jeune journaliste de 29 ans, Camille Desmoulins, y prend la parole en public. Il harangue, c'est-à-dire qu'il s'adresse à la foule avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme, et il exhorte le peuple de Paris à prendre la Bastille, la prison la plus emblématique de l'époque, même s'il n'y avait cette année-là que 7 prisonniers derrière les barreaux. Une épée dans la main et un pistolet dans l'autre, il donne le signal de l'insurrection qui s'achève 2 jours plus tard avec la prise de la Bastille. Voici comment il commença son discours. Citoyens, il n'y a pas un instant à perdre. Ce soir, les bataillons suisses et allemands quitteront le champ de Mars pour nous tuer. Nous devons nous procurer des armes. À ces mots, il arrache une feuille d'une branche de marronnier au-dessus de lui et la met sur son chapeau. Et il demande aussi à ses auditeurs de l'imiter, de faire la même chose que lui. Cette feuille de marronnier va être le symbole d'union et d'appartenance au même groupe et sera la première cocarde révolutionnaire. Camille Desmoulins continue, il hurle aux armes et prenons tous la cocarde verte, couleur de l'espoir. Pour moi, je préfère mourir que de me soumettre à la servitude. Ces paroles mettent le feu aux poudres, c'est-à-dire qu'elles déclenchent un mouvement dans la foule. La foule va descendre dans les rues, piller les armureries et lancer des pierres sur les troupes royales. Ces émeutes vont secouer la ville et culminent 2 jours plus tard avec l'un des moments les plus décisifs de l'histoire de France, la prise de la Bastille. Cette journée du 14 juillet est désormais commémorée comme la fête nationale française. On va sauter quelques siècles maintenant pour atterrir dans l'après-guerre, parce que cette période est marquée par l'apparition d'un nouveau type de café, le Robusta, et par l'âge d'or du capitalisme. Le Robusta, c'est un café de piètre qualité, c'est-à-dire de moins bonne qualité, que la France consomme considérablement. À la différence de l'arabica, qui est plus fin et plus subtil, le robusta demande peu d'attention et de soins. Il peut pousser dans des plaines. Les années 50 correspondent au règne du robusta, qui est un mauvais café à l'origine de brûlures d'estomac, mais qui est beaucoup moins cher à produire. Aujourd'hui, le café est devenu une pierre angulaire de la culture mondiale qui rapporte environ 90 milliards de dollars par an. Les premiers pays producteurs de café sont le Brésil, l'Indonésie et la Colombie. Et à cause du réchauffement climatique et de l'inflation actuelle, son prix ne fait qu'augmenter. Pourtant, les travailleurs chargés de récolter les fruits du café demeurent toujours largement sous-payés et vivent le plus souvent dans la pauvreté.
Mais si le café est aussi apprécié, aussi populaire et aussi consommé, c'est parce que c'est peut-être la boisson qui incarne le mieux notre époque, celle du capitalisme. Le café contient de la caféine. C'est ce stimulant qui avait fait danser les chèvres d'Éthiopie et qui nous rend plus performants quand on en boit et donc plus productifs. La caféine va nous aider à nous réveiller, à nous concentrer plus longtemps, à mieux nous souvenir, à mémoriser, bref, à améliorer nos capacités cognitives. Dans le monde entier, tous les lieux de travail tournent maintenant autour de ce carburant considéré comme le stimulant psychotrope le plus largement consommé au monde. Le café nous permet aussi de rester éveillé plus longtemps, plus tard, ce qui peut entraîner une dépendance assez dangereuse. Plus on en boit et moins on va se sentir fatigué. Et à contrario, moins on va boire de café et plus on va se sentir fatigué. Ce qui peut conduire à une vraie addiction. On va créer le besoin de boire toujours plus de café pour se sentir fonctionnel. Alors, gare à la surconsommation. Pour les scientifiques, un adulte ne devrait pas dépasser 4 à 5 tasses de café par jour s'il veut rester en bonne santé. Au-delà de ça, il faut vraiment faire attention aux effets secondaires qui peuvent être dangereux. On peut se retrouver avec des insomnies, des maux de tête, des nausées, une augmentation du rythme cardiaque. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si toi aussi tu bois du café ou non. Et tu peux aussi partager cet épisode à un ami qui aime le café. Je te recommande aussi de ne pas oublier de télécharger la transcription de l'épisode avec la liste importante du vocabulaire. On en a vu beaucoup aujourd'hui. Et je te rappelle aussi que tu trouveras dans le PDF un quiz de compréhension pour voir si tu as bien tout compris et retenu ce dont on a parlé aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode.